Je voudrais vous parler d'équité et d'algorithme en suivant l'exemple de Parcoursup à la conception duquel j'ai participé il y a quelques années, lorsque j'étais d'ailleurs lors de mon année au Collège de France. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici parce que c'est la première fois que je fais un exposé devant des personnes en chair et en os depuis plus d'1 an. On a vu en France, il me semble, un changement dans le rôle de l'enseignement supérieur au cours du siècle passé. Autrefois, le baccalauréat était nommé un brevet de bourgeoisie. Donc traditionnellement, c'était l'examen d'admission à l'enseignement supérieur, mais le nombre d'admis au bac était extrêmement petit. Donc l'enseignement supérieur visait un nombre d'étudiants extrêmement faible et il pouvait être surdimensionné pour accommoder tous les vœux des étudiants qui avaient réussi le baccalauréat. Donc une fois qu'on avait le bac, on pouvait faire ce qu'on voulait en licence. Le nombre de bacheliers a évolué. Le bac a été créé en 1808 par Napoléon, 31 en 1809, 3000 en 1830, environ 6000 vers la fin du 19e. Or, en 1985, il y a eu une évolution, une révolution de l'enseignement supérieur avec l'objectif d'avoir 80% d'une classe d'âge reçue au baccalauréat. Et donc cela change la situation du tout au tout. Actuellement, le baccalauréat, plus qu'un examen d'admission à l'enseignement supérieur, il est sans doute plus juste de dire que c'est le résultat, le point final de l'enseignement secondaire. Il y a un grand nombre d'admis au bac et, par conséquent, beaucoup plus de personnes qui accèdent à l'enseignement supérieur. Et en conséquence, le coût n'étant plus du tout le même, l'enseignement supérieur doit désormais être dimensionné au plus juste pour servir la population des étudiants. Idéalement, on voudrait qu'il y ait un candidat pour chaque place dans l'enseignement supérieur, une place pour chaque candidat et une adéquation parfaite entre les profils des candidats, des baccalauréats, des bacheliers, et les spécialités des formations proposées dans l'enseignement supérieur. Alors, quelle est la situation ? Il y a une explosion du nombre de formations proposées. Je crois que c'est 14 000 environ actuellement. C'était 13 000 il y a 3 ans. Les professeurs, les enseignants-chercheurs sont recrutés pour 30 ans. Ça veut dire qu'au moment où ils ont été recrutés, c'était le profil dont on avait besoin, et puis 20 ans ou 30 ans après, eh bien peut-être que les besoins ont changé, et il n'y a pas forcément d'adéquation entre les spécialités, les disciplines qui sont les plus populaires parmi les candidats, et celles pour lesquelles il y a de nombreuses places dans l'enseignement supérieur. D'où une certaine tension. C'est le problème des ressources rares dont le professeur Delfraissy nous parlait il y a quelques minutes. D'où nécessité de faire des choix pour l'affectation des bacheliers dans les formations d'enseignement supérieur. Ces choix, étant donné le grand nombre d'étudiants, ces choix peuvent être aidés par des algorithmes. Comment répartir les bacheliers d'une classe d'âge parmi les formations ? Une méthode populaire pour ce genre de problème, c'est l'algorithme de Gale-Shapley. Cet algorithme a une propriété intéressante, c'est qu'il garantit l'absence de situation d'instabilité. Alors, ce que vous voyez dans le dessin à gauche, ce sont des paires, un étudiant, une formation. Qu'est-ce que c'est qu'une situation d'instabilité ? C'est s'il y a un étudiant qui se dit « Ah, j'aurais mieux aimé être dans cette formation-là plutôt que dans celle dans laquelle j'ai été pris. » Et en même temps, la formation se dit « Ah, j'aurais mieux aimé recruter cet étudiant-là plutôt que l'étudiant qui se trouve dans ma formation. » Dans ce cas, on a ce qu'on appelle une situation d'instabilité. On appelle ça des mariages, et on appelle ça un mariage instable. Vous voyez bien pourquoi.
Mais dans le cas des formations, c'est également une difficulté parce que participer au fonctionnement de l'algorithme suppose une certaine bonne volonté, et s'il y a des situations d'instabilité, les étudiants et les formations vont se dire, eh bien, au lieu de participer à l'algorithme, au lieu de jouer le jeu, nous allons faire notre propre cuisine sur le côté et nous serons tous les deux mieux satisfaits. Voilà. Donc pour la stabilité du système, il est important de ne pas avoir ce genre de situation. Quelques bases sur Parcoursup en 3 diapos. Donc, Parcoursup est une plateforme d'affectation des bacheliers aux formations de l'enseignement supérieur qui a succédé à APB en 2018. APB était lui-même le successeur de Dossier Papier. Donc, que se passe-t-il? En entrée, vous avez de la plateforme, vous avez d'un côté les candidats, de l'autre côté les formations. Donc, les candidats, les personnes qui vont passer le baccalauréat, ils candidatent à un certain nombre de formations et ils ont un ordre de préférence sur ces formations. Les formations, elles ont les candidats qui candidatent pour être formés chez elles et elles les classent par ordre de préférence de leur point de vue. On envoie tout cela à l'algorithme de Gale-Shapley et il vous donne comme résultat une affectation des candidats aux formations dans le respect des capacités des formations et qui garantit qu'il n'y ait aucune instabilité. Je ne résiste pas au plaisir de passer quelques instants à vous dire comment fonctionne cet algorithme à cause de sa simplicité conceptuelle. Voici comment marche l'algorithme. Tous les matins, enfin matin, c'est une façon de parler, il y a des tops dans le temps. Tous les matins, chaque formation regarde combien de places elle a et si elle a 10 places, elle envoie 10 propositions à 10 candidats, lesquels les candidats suivants dans sa liste, ceux auxquels elle n'a pas encore fait de proposition. Le midi, chaque candidat regarde toutes les propositions qu'il a reçues le matin, plus celles qu'il avait reçues dans le passé et que peut-être il avait acceptées. Il les refuse toutes, sauf la meilleure de son point de vue à lui, qu'il accepte, mais de manière conditionnelle, en se réservant la possibilité de changer d'avis plus tard. C'est pour ainsi dire des fiançailles. Le soir, chaque formation regarde les réponses qu'elle a eues à ces questions et toutes les propositions refusées, elle les barre de sa liste. Donc, si elle a envoyé le matin 10 propositions, dont 4 ont été acceptées temporairement, 6 ont été refusées, eh bien, le soir, elle barre les 6 propositions refusées de sa liste. Et en plus, peut-être qu'il y avait 2 personnes qui avaient accepté la veille et qui aujourd'hui ont reçu des meilleures propositions et qui ont refusé aussi. Donc, il faut aussi barrer ces 2-là. Et donc, toutes les nuits, ça se met à jour. Tous les matins, on renvoie des propositions, et ainsi de suite. Une fois qu'il y a un jour où il n'y a aucune action, où il ne se passe rien, les acceptations conditionnelles deviennent définitives, et c'est la fin de l'algorithme. Donc voilà, c'est simplement, les formations descendent dans leur liste, les candidats, à chaque fois qu'ils reçoivent des propositions, choisissent la meilleure des propositions reçues, en se réservant la possibilité de changer d'avis plus tard s'ils reçoivent une proposition encore meilleure. Alors, en quoi la méthode Parcoursup est-elle différente de celle d'APB, le prédécesseur de Parcoursup? Une des différences tangibles dans la façon dont ça fonctionne, c'est l'aspect temporel. J'ai dit le matin, le midi, le soir. En réalité, c'est par exemple le mercredi. Parcoursup envoie des propositions à un certain candidat lui disant « Est-ce que vous préférez la formation B ou la formation C ?» Le candidat réfléchit et il a mercredi, jeudi, vendredi, samedi, il a typiquement 3 jours. Il a jusqu'au samedi pour donner sa réponse, pour dire B, j'en veux pas, C, j'en veux pas parce que je préfère ce que j'avais avant, ou je le préfère et j'enlève ce que j'avais avant. Avec APB, le candidat avait donné dès le début sa liste de préférences et donc APB demande, pas au candidat, mais à la liste du candidat, est-ce qu'il préfère B ou C, regarde la liste et voit, ah, ce candidat a classé B avant C, donc il préfère B. Voilà. Et donc la réponse est instantanée puisque le candidat n'a rien à dire, il a déjà fourni à l'algorithme toutes les informations qui étaient nécessaires pour la suite du déroulement. Donc ça, c'est l'une des modifications. Ça ne modifie pas
le résultat final, mais ça modifie la temporalité de l'exécution de l'algorithme. Alors, à quel problème cette situation répond-elle? Quel problème est-ce que cela résout? Eh bien, l'un des problèmes, c'est qu'on avait observé une autocensure de certains candidats qui manquaient de confiance en eux, qui ne se jugeaient pas assez bons pour aller dans telle ou telle formation. Même s'ils y candidataient quand même, ils la mettaient en dernier dans leur liste, parce que quand même, mettre telle chose en premier dans leur liste de préférence, ça aurait été trop arrogant. Avec Parcoursup, ils n'ont pas besoin de dire à l'avance quelles sont leurs préférences. Ils peuvent attendre de recevoir des propositions. Et le jour où ils ont une proposition, ils peuvent dire « Ah, en fait, c'est ça que je voulais vraiment, et c'était ça mon réel premier choix. » Donc ça, c'est un avantage pour les candidats de ne pas avoir à donner leur ordre de préférence à l'avance. Ça leur donne une plus grande liberté d'esprit. L'inconvénient, c'est l'aspect temporel. Parce que mercredi, samedi, 3 jours, plus 3 jours, plus 3 jours, plus 3 jours, dans le fil du déroulé de l'algorithme, on arrive au mois de juillet, fin juillet, ça continue à se dérouler, et à un moment, il faut réserver sa chambre, il faut se décider, quoi. Donc, cet aspect temporel induit des effets secondaires qui peuvent être regrettables, comme par exemple, les étudiants qui viennent de milieux plus défavorisés ne peuvent pas se permettre d'attendre jusqu'à la dernière minute, même si à ce moment-là, les chambres qu'ils auront seront beaucoup plus chères. Il y a des questions de coûts qui interviennent. Donc, c'est un peu délicat. Cela dit, cet aspect temporel était présent aussi dans APB à cause du fait qu'il y avait des démissions. Des étudiants étaient inscrits dans APB, recevaient leurs résultats et démissionnaient pour faire autre chose. Et donc, c'est inéluctable. La particularité du monde réel par rapport à l'algorithme de Gale-Shapley, c'est que les gens, ce n'est pas un système clos, il se passe d'autres choses. Il y a des gens qui vont faire d'autres choses, ils ne vont pas participer de bout en bout, et donc c'est inéluctable qu'il y ait des démissions et donc une temporalité des places qui sont remises en jeu. Alors l'une des questions qui se sont posées, qui ont motivé cette réforme, c'est le recrutement dans les licences non sélectives en tension. Donc licence traditionnellement non sélective, la tradition, donc à l'époque où il y avait très peu de bacheliers, si on veut faire une licence de n'importe quoi, on peut le faire, du moment qu'on est bachelier. Et puis, depuis quelques années, il y a des licences qui sont en tension. Il y a plus de personnes qui veulent suivre cette formation qu'il n'y a de place. Par exemple, des licences de droit ou de STAPS. Alors, comment faisait APB quand ce problème est survenu? C'est arrivé, il n'y avait pas eu ce problème avant. La solution qui a été choisie quand ce problème a commencé à survenir, c'est de faire un tirage au sort. Le tirage au sort est-il équitable? Est-il équitable? Donc, tout à l'heure, on nous a parlé du loto vaccinal. Monsieur Delfrécy avait l'air de ne pas considérer cela comme étant quelque chose d'équitable. Moi, je ne suis pas sûre que ce ne soit pas... Il y a une notion d'équité où on peut dire que chacun a la même chance d'être pris. Il y a 3000 candidats pour une licence de droit, il y a 200 places, vous tirez au hasard, et bien personne n'est avantagé par rapport à personne d'autre. Donc on peut dire que c'est d'une certaine façon, on peut dire que personne ne peut essayer d'avancer devant les autres. Si vous pensez au choix du 12e apôtre après la défection de Judas, comment a-t-on choisi entre les deux personnes en lice? On a fait un tirage au sort. Pourquoi pas? Cependant, alors cette question, elle a été étudiée et le droit a tranché. Le tirage au sort est illégal. Voilà. Donc une fois que c'est illégal, quand on croit en la République et en le droit, on ne peut plus le faire. D'où nécessité de faire procéder autrement. Et donc la solution à laquelle Parcoursup a choisi, c'est que les licences ont accès au dossier des candidats et peuvent donc classer les candidats en fonction des dossiers. Alors l'un des problèmes, c'est que
Si on a une licence en tension et qu'il y a un classement, 5000 candidats pour 200 places, le 5000e candidat, celui qui est classé 5000e, on ne lui a pas dit non. On lui a dit qu'il était en attente. Mais en réalité, il n'a pour ainsi dire quasiment aucune chance, même si sa candidature n'est pas rejetée formellement. Donc c'est une licence qui est non sélective, mais cette non-sélectivité n'est plus guère qu'un formalisme. Disons. Ça n'est pas la réalité sur le terrain. Alors cependant, que faire? Ceci est inéluctable tant qu'il n'y a pas d'adéquation entre le nombre de bacheliers intéressés par une formation, par un domaine, et la capacité de l'enseignement supérieur dans ce domaine. On est obligé de faire des choix. Donc obligé de faire une forme de sélection entre guillemets. L'une des nouveautés de Parcoursup à laquelle j'ai participé, il s'agit des taux de boursiers. Donc je voudrais en dire quelques mots. C'est donc le problème qui a mené à ce variant de l'algorithme, c'est qu'il y a on observe une disproportion entre la fraction d'étudiants, de candidats qui sont issus de milieux modestes et la fraction d'étudiants dans les formations les plus recherchées qui sont issus de milieux modestes. Donc les étudiants qui viennent de milieux modestes sont sous-représentés dans les formations les plus prestigieuses. On peut trouver beaucoup d'explications à cela. Enfin, c'est très complexe, je crois, mais il y a beaucoup d'explications. Mais en tout cas, c'est quelque chose contre quoi on souhaite lutter. Donc comment lutter contre cette disproportion? Comment faire pour avoir plus de candidats issus de milieux modestes qui sont pris dans des formations recherchées? Donc l'une des solutions, la solution difficile, ce serait de travailler en amont, depuis leur petite enfance, pour que le jour où ils candidatent, ils aient un dossier qui tienne la route en comparaison aux autres. Bon, mais ça, c'est une œuvre de longue haleine. La solution la plus simple, c'est si on veut avoir plus de candidats issus de milieux modestes dans des formations recherchées, eh bien, prenons plus de candidats issus de milieux modestes. Et c'est pour ça qu'une nouvelle loi a été créée. L'autorité académique fixe un pourcentage minimal de bacheliers retenus bénéficiaires d'une bourse nationale de lycée. Donc, issus de milieux modestes, ça veut dire boursier du lycée. Et que fait la loi? La loi dit, pour chaque formation, on va fixer un pourcentage minimum. Par exemple, 25% de boursiers. Et alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la formation qui descend dans sa liste, qui fait des propositions à toutes sortes de candidats, on ne sait pas exactement à l'avance combien elle va faire de propositions. Mais il faut que au moins 25% des propositions soient faites à des candidats boursiers. Voilà. Donc c'est ça qui garantit, non pas qu'en septembre, en octobre, à la rentrée, il y aura 25% des étudiants dans la salle, dans l'amphithéâtre, qui seront boursiers, parce que peut-être qu'ils auront tous dit non, les boursiers, mais au moins qu'ils auront eu une égalité, une équité au sens de l'opportunité. Donc ils auront eu l'opportunité de dire oui ou de dire non, d'accepter ou de refuser la proposition. Et donc ça, de façon algorithmique, ça se fait de manière très simple pour appliquer la loi. Ça se fait en amont. Donc au tout début de l'algorithme, l'entrée de l'algorithme, c'est les candidats qui envoient les lieux où ils candidatent et les formations qui regardent les candidats et qui les classent, qui font un classement. On regarde ce classement fourni par les formations et on va le modifier en faisant remonter les boursiers dans le classement de façon à garantir qu'il y en ait 25%. Donc qu'il y en ait au moins 1 dans les 4 premiers, au moins 2 dans les 8 premiers, au moins 3 dans les 12 premiers, et ainsi de suite. Voilà. L'avantage de cette approche, c'est que d'abord qu'elle est modulaire, elle peut être insérée avant l'algorithme et on peut faire d'autres variations après, ajouter d'autres lois. Elle est simple à comprendre, même le grand public peut comprendre et donc l'accepter. Et les candidats connaissent leur rang sur leur liste d'attente. Et puis, elle a l'avantage d'être flexible. Autrement dit, on peut voir l'effet que ça fait s'il y a un taux de boursier de 0%. Ça veut dire contrainte 0%, pas de contrainte. On prend le classement
donné par la formation, on le garde tel quel, inchangé. Taux de 100%, ça veut dire on veut absolument prendre des boursiers autant que possible. Donc qu'est-ce qu'on fait? On prend la liste, on extrait tous les boursiers et on les met devant tous les non-boursiers. Alors le taux de boursier, c'est un curseur qui permet de moduler l'effet de la loi. Voilà, ça peut être de rien à tout, à total. Et c'est ce taux de boursier qui permet de faire un choix, le bon compromis, celui qui va mener à une certaine amélioration de la situation sans pour autant créer de sentiment d'injustice. En général. Donc je sais qu'aujourd'hui on parle de l'équité hors du droit, mais en fait nous ce que nous avons fait c'est vraiment voir l'algorithme comme quelque chose qui est situé entre la loi et le code et le programme. Il y a d'abord un texte législatif, l'algorithme est fait pour appliquer la loi. Donc ce n'est pas l'algorithme qui fait la loi, c'est la loi qui fait l'algorithme. Et après, l'algorithme est traduit dans un code informatique qui peut être utilisé pour effectivement mettre en action la loi. Alors la seule chose, c'est que j'ai dessiné ces flèches dans une seule direction, mais en réalité, il faut avoir un dialogue dans les deux sens. Pourquoi? Pour éviter qu'il y ait des lois qui soient impossibles à appliquer. Donc il faut, pour que les lois soient raisonnables du point de vue de la complexité du code, du temps que ça prend, de la faisabilité algorithmique, il est nécessaire d'avoir un dialogue. Alors cette notion, ce principe, l'algorithme applique la loi. C'est un principe qu'on a dit, qu'on a répété, qu'on a utilisé tout au long de la conception de Parcoursup. En fait, ça évacue la notion d'équité, puisque la responsabilité est reportée sur le législateur. Finalement, nous, on ne fait que faire ce que dit la loi, nous sommes des techniciens, on n'a pas besoin de comprendre, on obéit aux ordres. Alors, c'est vrai au niveau de la plateforme, mais en réalité, si vous pensez aux résultats de cette méthode d'affectation de l'enseignement supérieur, des candidats dans l'enseignement supérieur, en fait, ce qui est essentiel, ce que les gens n'avaient pas compris à l'époque d'APB qui était opaque et qui est devenu évident avec Parcoursup, où on voit ce qui se passe au fil du temps, c'est comment les formations classent-elles les candidats? Le font-elles de manière équitable? Donc nous avons l'une des choses qu'on a essayé de faire avec Parcoursup, c'est essayer d'avoir quelque chose de transparent et de simple pour éviter de désavantager ceux qui n'ont pas les codes. Donc au moins, essayer d'avoir quelque chose qui puisse, en quoi les gens puissent avoir confiance, disons. Et après des débuts controversés, maintenant, il me semble que Parcoursup est un incontournable de l'enseignement supérieur. C'est toutes les formations qui n'y étaient pas. Chaque année, il y a plus de formations qui rejoignent Parcoursup. Donc en ce sens, on peut dire que c'est un succès. Alors, quels sont les espaces de liberté laissés par la loi? Eh bien, la façon dont les formations classent les candidats. Et donc, je voudrais, dans cette dernière partie, en dire quelques mots sur ce classement des candidats par les formations. Alors, un algorithme équitable, entre guillemets, et très simple, c'est de classer les candidats par une moyenne pondérée de leurs notes. Par exemple, si on avait des résultats au bac, on pourrait dire on va donner tel coefficient aux maths, tel coefficient au français, etc. Et puis voilà, on fait cette moyenne, et puis après on classe les candidats d'après cette moyenne, et puis voilà, c'est fait. Donc, ça c'est une façon assez naturelle, quand on a en main des notes qui sont des évaluations nationales qui permettent de comparer les candidats les uns aux autres selon certaines dimensions, c'est une façon naturelle de procéder. Et pourtant, je voudrais pointer quelques risques sur cette façon si simple. D'abord, comment choisir le poids de chaque matière? Pour la formation, c'est pas forcément si simple de choisir les poids, mais en fait, elle sait ce qu'elle veut. Elle veut avant tout recruter, enfin en tout cas les licences, recruter des gens qui vont réussir leur licence. Donc ce qu'on ne veut pas, c'est recruter quelqu'un qui va échouer alors qu'on aurait pu recruter quelqu'un qui va réussir. Donc il s'agit de choisir cette moyenne pondérée de façon à sélectionner les candidats les mieux à même de réussir la formation et d'obtenir le diplôme 3 ans plus tard.
Et pour ça, on peut regarder les données des années précédentes et se baser là-dessus pour apprendre, essayer d'apprendre, par exemple, par une régression linéaire, ou quel poids donner à chaque matière, quel est le meilleur choix, de façon à maximiser le nombre de candidats recrutés à capacité de données qui vont réussir la licence. Donc ça, c'est l'objectif, maximiser le nombre de candidats admis et qui vont réussir la formation, le rapport de ça par rapport au nombre total de candidats admis ou par rapport au nombre total de candidats qui auraient réussi la formation s'ils avaient été pris. À capacité fixée, c'est la même chose d'optimiser l'un ou l'autre. Alors, est-ce que ce genre de méthode est équitable? Eh bien, nous avons des données, en particulier aux USA, il y a une grosse base de données avec des milliers et des milliers de candidats, de jeunes qui ont été suivis. Une enquête longitudinale qui a commencé en 1988 jusqu'à l'an 2000 et qui a permis de voir l'avenir des gens depuis la fin du collège, enfin la classe de 3e à peu près, jusqu'à après l'université. Et donc, il permet de voir comment ils réussissaient au lycée et comment ils ont réussi à l'université ensuite. Et on s'aperçoit que la méthode utilisée tend à être discriminatoire envers certaines minorités, en particulier les Africains-Américains, qui sont très étudiés en tant que groupe aux États-Unis. Un candidat eurasien qui, s'il était admis, aurait son diplôme, a plus de chances d'être sélectionné que son analogue africain-américain. Donc là, il y a quelque chose qui n'est pas équitable. Alors, une solution envisagée, c'est de donner un bonus à certains types d'étudiants. En fait, ça reste discriminatoire. Pourquoi? Parce que si on garde les mêmes pondérations, la même formule, ça ne modifie pas le classement interne à chaque type, alors que ce classement, s'il a été fait en fonction des données historiques, historiquement, l'essentiel de la population, c'est le type majoritaire. Ce classement a été fait, il est suitable, il est adapté au type d'étudiants de la majorité. Et comme ces étudiants, donc africains-américains, ils ont un profil différent, ce prédicteur, cette moyenne pondérée qui est le meilleur prédicteur pour la majorité, ce n'est pas un bon prédicteur pour ce groupe d'étudiants, pour le groupe minoritaire. Et donc, ce n'est pas le bon classement. Et donc, on se retrouve à prendre des gens qui vont échouer parmi les Africains-américains et à ne pas prendre des gens qui auraient réussi. Donc, peut-être qu'il faudrait faire une pondération différente selon les types. Une pondération pour les Eurasiens, une pondération pour les Africains-américains, donner plus de poids à ceci ou à cela. Eh bien non, figurez-vous qu'en regardant les données de cette enquête longitudinale, on s'aperçoit que si on garde la méthode de pondération, juste le fait de faire une régression linéaire, ça peut être une méthode qui en elle-même est discriminatoire. Pourquoi? Parce que ce groupe minoritaire, il a un profil qui est moins adapté au fait de faire une moyenne pondérée. Il y a plus de variations, des profils plus complexes, et c'est moins adapté. Et donc, on peut moins bien prévoir. Et donc, on en arrive à dire, pourquoi ne pas simplement faire un examen individuel des dossiers minoritaires? Eh bien, figurez-vous que ça aussi, ça peut rester discriminatoire. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, on a davantage d'informations historiques sur les candidats majoritaires, parce qu'ils sont la majorité. Donc, on peut prendre des décisions plus fiables pour les étudiants, les candidats majoritaires. Et donc, les candidats de type minoritaire, en réalité, la seule solution, si on veut vraiment les aider, c'est de prendre des risques. Autrement dit, d'accepter qu'il y aura un plus grand pourcentage d'échecs parmi les étudiants de type minoritaire, non pas parce qu'ils sont moins bons que les autres, mais parce qu'on sait moins bien sélectionner parmi eux ceux qui vont réussir. Donc, en conclusion, je dirais que la principale source d'équité ou de non-équité dans Parcoursup réside dans les méthodes de classement des candidats par les formations. Et le premier outil, c'est l'exigence de transparence, à savoir publication des méthodes utilisées par les algorithmes locaux. Je vous remercie.